Bien, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence consacrée aujourd'hui aux bonnes stratégies pour diversifier son portefeuille, à la fois simplement et sans risque. Ce n'est pas un sujet facile. On va essayer d'en débattre, en tout cas pour nous éclairer sur cette question. Nous avons Aurélien Jacquillard, qui est responsable des relations investisseurs des produits de bourse de la Société Générale, et Fabrice Leduc, qui est gérant associé du cabinet de gestion de patrimoine Leduc Associés. Alors, pour traiter ce sujet, effectivement assez complexe, on aurait pu vous parler d'un tas de choses. On aurait pu vous parler de l'extrême volatilité des marchés financiers, des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui pour trouver du rendement sur nos portefeuilles, notamment sur l'assurance vie, des difficultés aussi que l'on rencontre avec la faible croissance qui peut-être limite les perspectives bénéficiaires des entreprises et évidemment les risques, par exemple, que font peser sur notre épargne la stratégie actuelle de la BCE de taux zéro, avec encore une fois à la fois des risques et des rendements qui sont de plus en plus faibles. Alors en réalité, on s'est dit que ce qui résumait le mieux tous ces sujets, eh bien, c'est bien la question de la diversification des placements. C'est la question du jour. On y est tous confrontés. Les marchés d'actions, finalement, se portent pas trop mal. Le CAC 40, on est à moins 3%. L'année n'est pas finie. On aura peut-être de bonnes surprises. Il n'est pas exclu qu'on finisse l'année en hausse. Mais tout de même, on a une grande volatilité. Et vraiment, cette question de la diversification est très importante. Le problème de la diversification, c'est que, évidemment, il faut avoir certaines connaissances. On sait à peu près comment fonctionne le CAC 40, on connaît les plus grandes valeurs, on sait à peu près comment fonctionne notre contrat d'assurance vie, on sait qu'il y a des obligations, on sait que c'est garanti, bon, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas trop de risque, mais tout ça, on a l'impression en tout cas de le maîtriser à peu près, mais dès qu'il faut parler diversification, évidemment, ça devient plus difficile. Comment, par exemple, on va s'aventurer sur des marchés extérieurs, pourquoi pas des marchés émergents, des marchés exotiques. Là, ça peut être à la fois très intéressant mais également risqué. Comment on fait? Comment, par exemple, on va chercher ces super valeurs de croissance, notamment sur le Nasdaq, avec des performances extraordinaires, mais il y a aussi des risques. Comment on fait? On ne connaît pas trop. Comment on fait également pour aller chercher du rendement sur des obligations à haut rendement, les fameux high yield, qui nous promettent aujourd'hui des rendements de 4, 5 ou 6%. C'est à la fois nécessaire, intéressant, mais finalement, c'est pas facile. Donc peut-être que la première question que je poserai à chacun de nos intervenants, c'est est-ce que cette question de la diversification, est-ce qu'elle vous préoccupe aujourd'hui? Est-ce que c'est un de vos problèmes importants aujourd'hui? Oui, bonsoir Roland, bonsoir à tous. Alors, nous, chez Société Générale, on distribue les ETF de l'IXOR et effectivement, la diversification, elle est d'abord au cœur, elle est d'abord à l'esprit de nos clients. C'est-à-dire que ça a d'abord vraiment été une demande de la part des investisseurs. On souhaite diversifier, on souhaite s'exposer non pas à quelques valeurs, mais à un ensemble de valeurs, à un portefeuille diversifié, que ce soit par classe d'actifs, par géographie ou par secteur. Les ETF dont on va parler tout au long de ce soir permettent de répliquer pas à pas les performances d'un indice. Alors quand on parle d'indices, on pense surtout aux indices actions. En réalité, il existe une foultitude d'indices sur des classes d'actifs très, très diversifiées, l'obligation, la stratégie des matières premières, des indices actions et des indices de thématiques dans lesquels on va retrouver développement durable, thématique et secteur, par exemple. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Fabrice Leduc, que la diversification, vous connaissez, vous en parlez tous les jours?
Alors, c'est le sujet primordial aujourd'hui pour nous en tant que cabinet de gestion de patrimoine. Vous êtes tous au courant, alors on était présents aujourd'hui pour répondre aussi à vos questions. Et c'est vrai que sur un PEA, on peut se demander, depuis 2000, il y a des gens qui ne sont jamais revenus positifs sur un plan d'épargne en action. Vous pourriez peut-être présenter votre... Le cabinet ? Oui. Alors le cabinet, on est 3 associés. Sur la thématique spécifique de ce soir, on est spécialisé, on est 2 à être spécialisés. Vous avez Boris Vallée, qui est une figure du cabinet et de la gestion d'actifs, puisqu'aujourd'hui, il a la chance d'exercer à Harvard Business School. C'est un HEC, et puis il a fait de la banque d'affaires à Londres. Et puis pour ma part, j'ai fait de l'inspection générale dans les établissements bancaires. Et puis depuis 3 ans, on gère un cabinet de gestion de patrimoine indépendant avec la mise en place de portefeuilles diversifiés. C'est l'objectif un peu de vous parler de ce qu'on fait ce soir. D'accord. Alors vos clients, donc ils n'ont toujours pas retrouvé les niveaux de 2000, c'est ça ? Nos clients, non, puisque ça fait 3 ans. Mais des gens qu'on rencontre, effectivement, on est aujourd'hui confronté à la volatilité, on en parle tous, ces 10 dernières années. Comme on peut le voir sur... Alors, je reprends le tableau que je vais... je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, l'objectif, c'est de représenter les variations de différentes classes d'actifs sur 10 ans. Ce que je vous propose, c'est de regarder directement sur la dernière colonne et de voir que si vous étiez investi les 10 dernières années uniquement sur les liquidités, votre rendement ressort seulement à 2% annualisé, et investi sur les matières premières, vous étiez en perte de 5,6%. Un portefeuille diversifié entre actions, obligations et d'autres actifs ressort avec une performance analysée de 5,9%. Ça, c'est les 10 dernières années, avec les chocs qu'on connaît, puisqu'aujourd'hui, on a des chocs géopolitiques, des crises financières, la volatilité. Ce qu'on est convaincu quand on fait notre analyse macroéconomique, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, l'analyse macroéconomique de notre cabinet, on est certain que les crises, elles seront de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Par contre, comme vous l'aviez dit en préambule, le rendement, et on l'a vu aujourd'hui aussi lors des différentes conférences, le rendement liquide va même rapporter de moins en moins. Donc pour nous, la diversification, elle est importante, elle est nécessaire pour permettre cette croissance du capital. D'ailleurs, on peut regarder aussi un graphique qui est intéressant, c'est l'intérêt tout simplement aussi de capitaliser. Donc pour nous, en tant que cabinet, c'est très important pour nos clients de leur faire comprendre que du risque, il en faut aujourd'hui, c'est nécessaire. Par contre, il en faut sur un horizon de temps aussi. Le temps est important. Donc pour nous, on va catégoriser les besoins de nos clients sur du court terme, où là, on va pouvoir rien faire. Il faut prendre son mal en patience et on aura un rendement nul. Par contre, sur des objectifs plus moyens et longs, on peut aller prendre du risque. Donc ça va être notre métier. Ok. Donc le rendement et le risque, c'est la grande équation. Ouais. Et on va effectivement en parler toute la soirée. Aurélien Reguiat, vous avez tout de suite introduit l'idée des ETF. Ce sont des produits qui vous tiennent particulièrement à cœur. Oui, alors en fait j'aimerais parler d'un constat qui a été fait par un gérant il y a 25 ans aux États-Unis. Il s'appelait John Bogle, il a créé la société de gestion Vanguard. Il a remarqué que la majorité des gérants d'actifs traditionnels n'arrivaient pas à surperformer leur benchmark ou leur indice de référence. Et fort de ce constat, eh bien, il s'est dit, au lieu de surperformer, de chercher à surperformer un indice de référence, eh bien, je vais chercher à donner les performances de l'indice point. Je vous donne un exemple très simple sur le S&P par exemple. Au lieu de chercher à surperformer en tant que gérant d'actifs traditionnel le S&P, eh bien, je vais chercher à délivrer la performance du S&P. Et c'est comme ça qu'est née la gestion dite passive, dont la seule promesse est donc de répliquer pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. Alors, pourquoi je parle de ça ? Eh bien parce que cette gestion passive, elle s'est transformée, elle s'est matérialisée avec ce qu'on appelle effectivement les ETF ou les trackers. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, pour fonds cotés en bourse. Et c'est un outil d'investissement, un véhicule qui a pour objectif eh bien, de délivrer la performance de son indice. Gestion passive, gestion active, vous en pensez quoi Alors, déjà, peut-être juste reprendre aussi sur le fait d'anticiper les mouvements de marché.
on voit que c'est très compliqué, on l'a tous vécu. Essayer de les prévoir, les revers de marché, c'est compliqué. Et souvent, après des revers de marché, il y a une très belle embellie des performances. Ça, c'est prouvé. Et l'investisseur, l'humain, va faire que on va toujours essayer de déjouer le marché. On va essayer de faire mieux que le marché soi-même. Et ça, c'est très risqué. Alors, si on voit ici, je trouve que c'est une analyse qui est frappante, qui est de voir finalement l'évolution, c'est le Standard & Poor's 500 sur 20 ans, de 1995 à 2015. Si vous étiez investi totalement sur cette période, votre performance était de 252%. Si vous essayez de déjouer le marché, et pas de chance, vous avez loupé sur 20 ans, parce que beaucoup, vous avez loupé seulement 10 jours de performance. Là, votre performance, c'est plus du tout la même, 66%. On peut aller plus loin, 20 jours, c'est 5%, et puis vous êtes même négatif, vous avez loupé seulement 30 jours. Moi, de mémoire aussi, quand j'ai commencé dans l'établissement bancaire, je me rappelle très bien, je pense que c'est pareil, la crise 2008, septembre 2008, où on pensait vraiment, parce que tout le monde nous transmettait cette idée que les établissements bancaires allaient tomber les uns après les autres. Je travaillais dans la banque, on pensait qu'un allait tomber. Les grosses banques. et les questions, c'est pour la fin. Et du coup, je me rappelle de cette journée, c'était le jeudi, c'était le 18 septembre, où vraiment tous les marchés baissaient. Et on aurait pu, et je pense que beaucoup sont sortis à ce moment-là. Et le vendredi 19 septembre, le CAC 40 faisait 10%. Parce que la Réserve fédérale a indiqué qu'ils allaient investir, faire du quantitative easing, injecter des liquidités, et les marchés ont complètement repris. L'idée, c'est quoi derrière? C'est de dire que faire soi-même sa gestion, c'est compliqué. Donc là, quelle est l'alternative derrière? L'alternative, c'est d'être actif. La gestion active, pour nous, comme on disait tout à l'heure, effectivement, l'idée, c'est de surperformer le marché, sinon il n'y a aucun intérêt. Moi, quand je vais aller chercher mon gérant de mes actions France, quand j'ai fait ma diversification, mon but, c'est de prendre le gérant qui surperforme, de le suivre. J'ai fait le test sur les 3 ans en arrière, depuis la création de notre cabinet, notre gérant surperforme de 36% le CAC 40. Là, j'ai une légitimité à donner la gestion à un gérant. Par contre, effectivement, le faire à titre individuel, il faut s'assurer que le gérant il est toujours là, parce que c'est une star, et que cette star, elle peut partir à un autre endroit, faire dans une autre société de gestion. Vous avez pu investir et croire que c'est ce gérant, et en fait, il a pu changer. Là où il va être difficile, la gestion d'actifs, je suis très clair. Moi aussi, je pense qu'il y a un moment donné, il y a une limite. Et la limite, on le voit quand on fait l'analyse, c'est quand les marchés deviennent efficients. Un marché aujourd'hui qui est complètement efficient, c'est les grandes capitalisations américaines. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de toutes les informations, ça va très vite. Tous les brokers analysent toutes les grandes capitalisations américaines. Donc du coup, qu'un gérant trouve une pépite, c'est compliqué. Tout le monde a la même idée au même moment, donc vous avez du mal à surperformer. Et ça, on le voit. Par contre, il y a encore des intérêts. L'intérêt d'aller trouver de la gestion active, aujourd'hui, c'est les petites capitalisations, par exemple. Petites capitalisations européennes, ces petites capitalisations européennes ne sont pas dans le champ des brokers. Il y a beaucoup de petites sociétés qui ne sont pas analysées. Et du coup, il y a des gérants qui ont des bonnes idées et qui peuvent complètement surperformer. Donc, moi, je trouve qu'il y a certains, il y a des points positifs. Et la gestion active, et la gestion passive a effectivement l'intérêt de ne pas surperformer, alors légèrement parce qu'il y a des frais de gestion, mais de suivre un marché. Donc moi, le fait de mêler gestion active et gestion passive, je pense que c'est le futur, c'est l'avenir, c'est d'avoir les deux. Pour donner juste un chiffre, une étude Morningstar de cette année, de 2016, Morningstar étant une société indépendante d'analyse de fonds, dit que 90% des gérants actifs sur 5 ans sous-performent leur indice de référence. Ce n'est pas du tout, comprenez-moi bien, pour jeter la pierre sur les gérants actifs. C'est juste pour vous démontrer un petit peu la difficulté, et Fabrice en parle, à surperformer le marché. Et je crois que la gestion passive et les ETF ont cru de cette manière un peu exponentielle, grâce ou à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'investisseurs, mais que ce soit particuliers ou institutionnels, déçus, je pense, et donc se reporter sur la gestion passive. Alors concrètement, effectivement, on voit bien qu'il y a un besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son portefeuille, d'ouvrir sa gestion, d'être plus audacieux, peut-être s'exposer à plus de risques à condition d'avoir du temps. Concrètement, on va faire quoi? Comment on diversifie sur quoi?
Alors, moi, je peux peut-être juste dire un mot sur la manière dont on va utiliser la gestion passive en tant qu'investisseur particulier. Un ETF, en préambule, c'est un produit qui est coté. Je donnais tout à l'heure la définition en disant fonds coté en bourse. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'échanger, l'acheter et le revendre durant toute la séance boursière. Donc de 9h05 à 17h30, on va pouvoir acheter et vendre l'ETF. C'est un fonds. Ça veut dire que c'est un véhicule qui est assez protecteur pour l'investisseur. C'est une copropriété en réalité. Si la société de gestion ou la banque animatrice sur l'ETF font faillite, eh bien l'actif est divisé entre les codétenteurs. Une fois qu'on a dit ça, sur l'utilisation, comment on va diversifier? Eh bien, on va regarder la gamme des ETF. En Europe, il y a plus de 3000 ETF qui sont listés en bourse et donc que les investisseurs institutionnels ou particuliers peuvent acheter, et sur toutes les classes d'actifs. On en parlait tout à l'heure, actions, obligations ou matières premières. Donc on va déjà pouvoir, en tant qu'investisseur particulier, avoir ce canal, cet axe de diversification. Deuxième axe de diversification, évidemment géographique, puisqu'il va exister des ETF sur indice France, sur le CAC 40, évidemment, c'est le plus connu et c'est celui qui a été lancé en 2001 par l'IXOR. Sur le S&P, sur la Chine, sur l'Inde, et puis des indices globaux, donc MSCI World, MSCI Emerging, on va peut-être en parler tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la deuxième axe de stratégie de diversification géographique, et puis sectorielle. On va pouvoir s'exposer sur, par exemple, des ETF en Europe, télécom ou banque, idem aux États-Unis, utilities, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir les utiliser. Peut-être sur son profil, tu seras plus à même d'en parler. Alors la question, c'est aussi de revenir sur peut-être les classes d'actifs que nous, on privilégie aujourd'hui dans le portefeuille. Je ne vais pas vous donner notre portefeuille aujourd'hui, mais les thématiques... Là, c'est notre cœur de métier, donc même s'il bouge, et le but c'est d'être actif, hein, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, dans le portefeuille, ce qu'on privilégie, par exemple, les petites capitalisations européennes, avec la prime de risque aujourd'hui qui est à peu près de 10% sur un marché historique à 30%, je pense qu'il y a un potentiel. L'effet dollar aussi devrait bénéficier maintenant aux petites capitalisations, contrairement aux grandes qui finalement maintenant sont internationales. Donc c'est peut-être une carte à jouer. Nous, elles sont un petit peu en retard par rapport aux grandes valeurs, parce qu'on a vu beaucoup de liquidités arriver en priorité sur les grandes valeurs. Les résultats, je parle des résultats des petites sociétés, elles vont avoir un décalage dans le temps, et donc elles vont arriver là aux prochaines publications, voire après. C'est l'effet dollar. Ça, c'est là sur la partie action. Je pense que là où nous, on milite aujourd'hui, effectivement, c'est quand même d'avoir des portefeuilles diversifiés. C'est-à-dire que notre portefeuille global, hein, qui n'est pas forcément, là on s'écarte un peu du PEA, mais je pense que c'est aussi le sujet, on veut le protéger. Et pour nous, aujourd'hui, on ne le protège pas avec du fonds euro, parce que pour nous, ce n'est pas le sujet. Mais comme on le disait en préambule, aujourd'hui, il y a des classes d'actifs qui nous semblent intéressantes. La première, c'est les obligations très courtes aux États-Unis, donc inférieures à 2 ans. Là, je suis plutôt en gestion active sur cet actif parce que j'ai un gérant qui, lui, a un taux de défaut qui est extrêmement faible. Il achète du papier sur 30 ans, enfin depuis 30 ans, qui ne fait pas de défaut. Donc, il a une vraie connaissance. C'est par des fonds ou bien c'est votre gérant qui... Là, c'est un gérant spécifique sur ce type d'actif. Et puis après, clairement aussi, c'est les dettes subordonnées bancaires, qui est un actif très spécifique, qui, pour le coup, pour nous, aujourd'hui, il y a un bon point d'entrée dans le marché. Parce que pour nous, aujourd'hui, les banques sont plutôt sous-valorisées de manière générale. Ce sont des obligations à très long terme émises par les banques et qui ont été fortement dévalorisées. Ils ont été dépréciés notamment en début d'année où il y a eu l'anticipation de certains analystes sur la nouvelle crise systémique des banques suite au pétrole, qui ne s'est absolument pas révélée puisque les créances douteuses des établissements bancaires étaient faibles. Et l'idée, c'est elles émettaient beaucoup de dettes subordonnées bancaires suite au ratio prudentiel, mais on voit qu'elles ont beaucoup constitué leurs fonds propres, et peut-être un peu trop. Du coup, ça va leur donner une marge de manœuvre dans les années à venir, et nous, on est plutôt acheteurs sur cette partie-là. D'accord. Aurélien, de façon très concrète, j'ai mon portefeuille, j'ai du Air Liquide, de la BNP, enfin, j'ai mes valeurs CAC 40 que j'aime bien et qu'on aime tous, qui le méritent tout à fait d'ailleurs. Mais bon, effectivement, je commence un peu à m'inquiéter et j'ai envie de diversifier. Alors, j'y vais comment? J'y vais doucement, j'y vais vite. Et puis, donc, apparemment, vos ETF, on a vraiment accès à tout. Oui. Comment je fais? Je pars en Asie,
concrètement, comment je chemine dans ma diversification? Alors, la première remarque, c'est si on a 3-4 valeurs du CAC 40 dans son portefeuille. On est assez concentré, qu'on a fait ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire de la sélection individualisée. Le premier axe, ce serait de se dire, je voudrais le CAC 40 en entier. Un des moyens de le faire, c'est d'acheter les 40 actions du CAC, c'est-à-dire passer 40 ordres et devoir gérer les 40 lignes avec tout ce que ça implique en termes à la fois de frais et puis de gestion opérationnelle. Vous recevez des dividendes, il faut les réinvestir, etc., etc. Avec un ETF sur le CAC 40... Il faut beaucoup d'argent aussi pour acheter 40 valeurs. Ouais, alors oui, oui et non en fait, mais il faut beaucoup d'argent effectivement. Et avec l'ETF CAC 40, eh bien, vous allez en une seule transaction accéder aux 40 valeurs. Et avec un minimum d'investissement qui est très faible, puisque l'ETF CAC 40 vaut à peu près 45 €, c'est à peu près un centième de l'indice. Donc vous voyez, je passe une transaction et c'est comme si en fait, j'en passais 40 en achetant les 40. Donc on voit un peu ici l'économie d'échelle et de coût. Ça, c'est si on veut se diversifier sur notre marché domestique. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas de garder ces actions qu'on a sélectionnées parce qu'on les aime bien, parce que ça fait longtemps qu'on les a dans leur portefeuille, mais ça ajoute de manière très facile, très simple et très transparente eh bien, un biais diversifiant. J'insiste simplement sur le fait que ce n'est pas des produits miracles ni garantis en capital. C'est-à-dire que quand j'achète un ETF CAC 40, eh bien, je suis 100% exposé aux variations de cet indice, donc j'ai tout le risque marché. On parlera des risques, d'accord. Donc ça effectivement, c'était sur le CAC 40. Et après, évidemment, on va pouvoir s'exposer en Chine, en Asie. On va pouvoir acheter le S&P. Le S&P 500, alors c'est de la même manière. Au lieu d'acheter 500 valeurs, on achète un ETF et on a accès au marché avec le risque de change. On en reparlera tout à l'heure. Et surtout, des marchés difficilement accessibles. Si on veut aujourd'hui investir sur l'Indonésie en tant qu'investisseur particulier sur la France, je pense que c'est compliqué. Il faudra peut-être avoir des devises, ouvrir un compte sur place, c'est voire impossible. Eh bien ici, je passe un ordre à partir de 100 € chez mon courtier ou chez ma banque, et puis j'accède, je suis exposé au marché indo-chinois ou asiatique au global. Vous conseillez vos clients pour se diversifier parce que c'est, on le voit, le terrain de jeu est tellement immense, on est un peu perdu, quoi. De façon globale ou sur une... De façon globale. Ah. Je suis un de vos clients, je viens vous voir avec un portefeuille constitué et vous allez me dire, mais attendez, votre truc c'est très bien, mais il faudrait peut-être penser à ouvrir un peu votre portefeuille. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors déjà, comme tout cabinet, j'espère aujourd'hui, on va analyser le niveau de risque, l'appétence que vous avez. Alors plus que derrière le niveau de risque, on va voir la durée de placement, c'est ça qui va nous intéresser, dans combien de temps vous avez besoin de votre capital. Et après, on va, effectivement, notre analyse, qui est une analyse macroéconomique, nous, l'idée, c'est pas de vous dire faut acheter telle ou telle valeur, c'est pas notre savoir-faire, on n'est pas analyste financier. Nous, notre idée, c'est de diversifier, trouver les bons actifs au bon moment. Je vous en ai donné la dette subordonnée d'après notre analyse et notre analyse macro. Donc nous, on a un comité d'investissement une fois tous les 2 mois qui rebalaye tous les indicateurs. On va déceler les actifs à mettre en portefeuille. Et effectivement, on va avoir un turnover. Vous parlez tout à l'heure. La Chine, on n'a plus de Chine, nous, en portefeuille. C'est un choix. C'est nos indicateurs. On nous montre plutôt des éléments négatifs sur la Chine. Donc, on l'a écarté de notre portefeuille. Tout en respectant effectivement une diversification d'actifs pour qu'on ait une volatilité. La volatilité, c'est l'espérance mathématique de gains et de pertes. Et là, on va avoir un nombre à respecter, un chiffre à respecter qui va correspondre au temps que va avoir notre client à investir quand il va retrouver son capital et les intérêts. Il y a 2 questions que je voudrais aborder. C'est les frais. Quand on se diversifie, ça coûte quand même? Oui, alors tout à fait. Les frais sur les ETF sont compris entre 0,10 et 1%. Plus l'ETF va être gros, entre guillemets, et liquide, moins les frais vont être importants. Je vous donne un exemple sur le CAC 40. Les frais sont de 0,25% par an qui sont prélevés sur la durée de détention. C'est-à-dire que si je conserve mon ETF 2 ans, eh bien, je vais payer 0,50% de mon investissement total. Ces frais-là doivent être ajoutés aux frais de courtage habituels comme sur une valeur mobilière classique et puis à la fiscalité, évidemment. Et l'autre question, c'est sur les risques. Quels sont les risques? Parce qu'une action, on sait ce qu'on a. Un ETF, est-ce qu'il y a un risque particulier? Puis ensuite, je poserai une autre question sur les risques à Fabrice.
Oui, alors le risque principal, évidemment, c'est le risque de marché. On le disait tout à l'heure, on peut penser que si on a un indice, finalement, on est assez protégé. Mais souvenez-vous de la Grèce, par exemple, dont l'indice a été divisé par 10. Souvenez-vous du CAC qui était à un peu plus de 6000 points. Si vous l'achetez en haut de parcours, il est divisé presque par 3. Donc oui, en tant qu'investisseur, vous êtes intégralement exposé au risque marché, c'est clair et net. Deuxième risque éventuel, c'est le risque de change. Si on est exposé sur les États-Unis, par exemple, eh bien, on est exposé aussi à la variation euro-dollar. Si j'ai un ETF S&P 500, j'ai intérêt à ce que le dollar progresse. Et troisième et dernier risque que je voulais aborder, c'est qu'il existe sur les ETF un petit risque de contrepartie si les parties en présence, donc les sociétés de gestion, les banques d'investissement, font faillite. Il y a eu des problèmes comme ça sur un ETF déjà? Alors, il y a eu en tout cas beaucoup de questions. En général déjà pour commencer. Alors, non, je vais parler au global. Il y a eu beaucoup de questions surtout lors de la crise avec Lehman Brothers. On s'est dit que les risques n'avaient pas été anticipés. Alors aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu 0 perte sur le marché des ETF. Mais c'est vrai que ça fait peur et ça pose question. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que je vous ai dit que les ETF n'existaient pas il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars d'encours sous gestion dans le monde. C'est colossal. Pour vous donner une ordre de comparaison, c'est plus que le marché des hedge funds en termes d'encours. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très gros et effectivement, il y a régulièrement des questionnements sur les risques systémiques de cette classe d'actifs, si on peut l'appeler classe d'actifs, qui sont en fait répondus et écartés. Et vous voyez effectivement les crises successives de 2008 et 2011 n'ont pas finalement posé de problème, ni pour les investisseurs, ni pour les fournisseurs d'ETF. Fabrice, on est là pour se diversifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'augmenter du risque au risque, justement, en se diversifiant maladroitement? Je pense qu'il faut... tout le monde est au courant maintenant. Je pense que c'est fait, c'est ancré dans les mémoires. Mais l'actif sans risque, je dis ça à mes clients, il cotait il y a 2 semaines 0,09% sur 10 ans. Ben voilà. Je pense qu'il faut partir de là. En plus, c'est pas sûr qu'il soit sans risque. En plus, bon, on part du principe quand même. Mais c'est ça. On dit que l'emprunt d'État, c'est la première. C'est à partir de là qu'on va émettre une prime de risque. Et dès que c'est vrai qu'on peut lire des rendements, attention, parce que quand vous lisez des rendements, c'est un rendement attendu. Mais si vous voulez aujourd'hui un rendement sans risque, c'est ça. Donc c'est pour ça que je revenais sur, effectivement, j'ai un besoin dans 2 ans. Moi, je dis à mes clients, ce besoin dans 2 ans, vous le laissez sur votre compte courant, les livrets et vous abondez, vous n'aurez aucun rendement ou très peu. Mais il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui si vous avez besoin de cet argent. Vous dites qu'il faut du risque, hein? Ben non, mais je dis que si vous voulez pas de risque, il n'y aura pas de croissance du capital. Je reviens sur mon graphique de tout à l'heure. Eh ben, on aura sur 20 ans une croissance qui pourra s'apparenter à 2% par an, au mieux, aujourd'hui, hein, on peut le dire. Mais si à un moment donné on va chercher de la performance, forcément qu'on va aller chercher du risque. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, quand on va construire un portefeuille, pour nous il n'y a pas de personnes prudentes, équilibrées, dynamiques. C'est faux. C'est des autorités qui nous cherchent à se mettre dans des cases. Mais nous il y a un besoin qui est un besoin moyen terme, long terme, court terme. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et à partir de là, on construit nos degrés de volatilité de notre portefeuille. Effectivement, mon degré de volatilité, prenons le CAC 40, la volatilité du CAC 40, c'est 22%. Donc, il y a 3 années où c'est un crack mondial, c'est moins 22 par an pendant 3 ans. Notre portefeuille affiche une volatilité cible d'un portefeuille diversifié qui avoisine les 8%. Parce que plus on a d'actifs, plus ça amortit la volatilité. Plus on diversifie, plus on... Parce que dedans, on va prendre des actifs qui ont une sensibilité au risque plutôt faible, avec un rendement plus faible qu'une action, parce que le rendement d'une action, aujourd'hui, c'est un bon rendement. Donc forcément qu'on va diversifier à des actifs qui n'ont pas le même risque, en fait. Il y a une question que je voudrais également vous poser. En France, on paye des impôts, on en paye beaucoup, on en paye trop. Et évidemment, pour essayer de survivre à peu près, on est tous en PEA. Alors, comment on peut diversifier sans sortir du PEA? Alors, c'est une bonne question. Tous les ETF sur indice action peuvent potentiellement être éligibles au PEA. Donc, dans son PEA, on peut mettre tous les ETF sur indice action. Ce qui va être intéressant dans son PEA, c'est qu'évidemment, on va mettre les indices européens, le CAC 40, l'Eurostoxx, etc. Mais les ETF vont vous permettre quelque chose d'inédit,
une internationalisation du PEA, une diversification par l'international. Je m'explique. On va pouvoir, grâce à la construction des ETF, mettre l'ETF S&P, dont on parlait tout à l'heure, l'ETF Russie, l'ETF Brésil, au sein de son PEA, et donc en faire une diversification géographique. Alors je rappelle que le PEA, initialement, c'est uniquement la possibilité de mettre des valeurs européennes. Exactement. Alors comment on fait ? Alors effectivement, c'est par construction de l'ETF. Comment est construit l'ETF ? Il y a deux méthodes en fait de le faire. La première, c'est la réplication dite physique, qui consiste à acheter l'ensemble des valeurs qui composent l'indice. Si j'ai le CAC 40, eh bien l'ETF achète les 40 composants de l'indice. La deuxième méthode de réplication, elle est dite synthétique, et elle consiste pour l'ETF à détenir un actif et à conclure un contrat d'échange de performance avec l'indice répliqué. Donc dans cet actif, vous allez détenir le fameux quota nécessaire à l'éligibilité du PEA, et vous allez conclure avec une contrepartie un contrat d'échange de performance. Donc je suis Lyxor, j'ai des actifs européens et j'échange la performance de ces actifs avec la performance de l'indice indien, et donc je peux mettre de la performance Inde dans mon PEA. Voilà c'est ce qu'on appelle un ETF synthétique, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle un ETF synthétique, exactement. Un peu plus risqué que l'ETF. Alors, dans l'un et dans l'autre, il y a des risques. Dans la réplication physique, il y a des risques. Pourquoi ? Parce que la société de gestion, que ce soit Lyxor ou autre, va prêter les titres pour générer de la surperformance. Et donc, on va avoir un risque de contrepartie sur ces prêts de titres. Dans la réplication synthétique, il y a aussi un risque de contrepartie qui est lié au contrat d'échange de performance. C'est-à-dire que la société de gestion, elle va nouer un contrat, elle va signer un contrat avec une contrepartie. Si cette contrepartie-là fait défaut, eh bien vous avez un risque. Pour adresser ce risque, puisqu'il est devenu de plus en plus prégnant avec les années, eh bien ce contrat d'échange de performance est remis à zéro tous les jours. En tout cas chez Lyxor, et les sociétés de gestion confrères le font aussi. Fabrice Leduc, justement, vos clients, j'imagine qu'ils ont souvent une base classique PEA Assurance Vie. Comment on diversifie sur l'un et sur l'autre ? Nous, on le voit comme uniquement une enveloppe fiscale. On n'analyse pas cette enveloppe, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on va analyser, c'est les classes d'actifs. Donc on va répartir les classes d'actifs par risque. Et avec, même si ce n'est pas que notre portefeuille, on peut avoir un PEA ailleurs, etc. On n'est pas sectaire, on est ouvert. Et aujourd'hui, de toute façon, nos clients diversifient aussi les interlocuteurs. Donc on peut avoir différents interlocuteurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette analyse de risque pour ne pas être concentré avec, par exemple, un PEA en action, une assurance vie en action, alors qu'on a des objectifs courts. Voilà, c'est de rassembler l'analyse patrimoniale, c'est ça aussi sur la partie gestion d'actifs, de rassembler les objectifs avec la prise de risque. Donc c'est ce qui est à l'intérieur et c'est ça qui va nous intéresser. Donc même si on ne peut pas totalement diversifier le PEA, vous prenez l'ensemble du patrimoine financier, c'est ça ? Et c'est là que vous équilibrez. Exactement. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pondération sur du court terme avec des objectifs qui sont plus moyens et longs. En France, c'est vraiment très, très important. Alors, autre question, messieurs, est-ce que vous avez une solution pour me sortir de l'état lamentable dans lequel se trouve le rendement de mon assurance vie ? Alors, de plus en plus d'ETF sont éligibles à l'assurance vie. Donc, oui, une des options, c'est effectivement, si on a un horizon assez long terme, de se diriger vers une classe plus risquée type action. Alors, comment on sait, parce qu'on a son contrat qui est souscrit, comment savoir ce qui est éligible ou pas ? Alors là, je suis désolé, il n'y a pas de recette miracle. En fait, les assureurs, en général, éditent des listes, ou sinon, il faut leur demander en direct. Nous, évidemment, en tant que société de gestion, on pousse pour le référencement, mais ça marche mieux quand ce sont les clients, donc vous, qui poussez. Mais c'est une tendance qui est assez lourde, qu'on voit depuis à peu près 2-3 ans, et donc on voit de plus en plus d'ETF apparaître dans les assurances vie. Vous recommandez des ETF plutôt obligataires ou même actions dans l'assurance vie ? Alors la liste pour l'instant, elle est plutôt sur les actions dans les assurances vie. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt la tendance. Donc effectivement, un des moyens, c'est de se porter sur des indices actions. Alors une précision quand même, quand on choisit un ETF, en fait finalement on choisit un indice. Et donc pour un investisseur, ce qu'il faut, c'est bien connaître l'indice, savoir combien il a de composants, comment il est pondéré, est-ce qu'il est équipondéré, est-ce qu'il est pondéré par les capitalisations boursières, est-ce qu'il est price return ou total return, c'est-à-dire est-ce qu'il
retient les dividendes ou est-ce qu'il les distribue? Est-ce que j'ai des risques de change dans ces indices? C'est évident pour le S&P, mais pour des indices plus globaux comme MSCI Europe, ben oui, on va avoir une partie risque de change sur la Grande-Bretagne, par exemple. Voilà, donc une précision, enfin, quelque chose d'important quand vous choisissez un ETF, c'est regarder l'indice, étudier l'indice pour savoir finalement sur quoi vous investissez. Fabrice, une question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon assurance vie? Alors Parce déjà, que finalement, c'est plus simple, puisqu'à la différence du PEA, on peut faire beaucoup de choses. et d'ailleurs dire qu'est-ce qu'on peut faire contre une assurance vie qui rapporte de plus en plus rien, de moins en moins, c'est faux dans la phrase, puisqu'une assurance vie, on peut faire plein de choses. Que historiquement, les banques ont su vendre que du fonds euro, parce qu'il y a quelques années, ça rémunérait bien, donc de l'OAT 10 ans, mais que historiquement... Il y a la garantie quand même. C'est pas juste les assureurs avec le fonds euro offrent une garantie du capital. C'est pour ça que... Entre guillemets, on sait très bien que la garantie, elle vaut ce qu'elle vaut quand les taux vont remonter. Personne ne pourra assurer cette garantie, en tout cas de retrait massif. Mais tout ça pour dire que la diversification dans une assurance vie, elle est possible et elle peut effectivement aller chercher n'importe quel type d'actif dans n'importe quelle zone géographique. On peut avoir une diversification maximum et encore une fois, on peut avoir dans une assurance vie une gestion active à travers des fonds, à travers des titres vifs. Aujourd'hui, nos clients ont des titres vifs dans les assurances vie, c'est assez facile, ça se démocratise beaucoup, et une gestion passive sur, pour nous, des marchés efficients, type le marché US, qui pour nous est un bon titre d'investissement. Donc en fait, je pense que, et je suis même certain, on va arriver sur ce type de gestion avec des tiroirs. Mais on voit bien, ce qu'a dit Aurélien, l'analyse d'un ETF, c'est pas simple. Que l'accès à un professionnel, je pense que c'est quand même nécessaire pour se retrouver dans cette masse en fait. Parce que ce qu'on va arriver, c'est avoir un nombre d'actifs exponentiel, très compliqué à analyser, parce qu'on vient de le dire, il y a du risque. Qui dit du risque, il faut une bonne analyse. Question courte, dans mon assurance vie, je mets combien en euros et combien hors de mon fonds euro? Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit tout de suite. Ça va dépendre de votre profil, ça va dépendre de votre patrimoine. Chaque réponse va être différente en fait. Donc on aura des questions, vous allez pouvoir... Mais en gros, je vais vous dire, moi mes clients, ils n'ont pas de fonds euro chez moi. D'accord. Puisque je ne suis pas rentable sur le fonds euro. Mes clients vont prendre du fonds euro sur Internet. Voilà, c'est pas mon job en fait, c'est pas notre métier. D'accord. Il y a une chose qu'on voit de plus en plus apparaître, on parle de gestion actif-passif, mais maintenant il y a des robots. Il y a des robots qui font la gestion. Alors, ça vous inspire quoi, ces robots? Alors ça, c'est vrai que c'est un vaste sujet sur les robots. Déjà, les robots, alors on a un slide pour reprendre un petit peu, c'est assez nouveau, même s'il y en a certains qui sont créés depuis un moment. Ils vont proposer aux particuliers des allocations d'actifs en fonction d'un système d'algorithmes qu'ils ont mis en place, et puis ils vont mettre soit une gestion pilotée, soit une gestion conseillée à l'intérieur. Pour nous, il n'y a pas vraiment de nouveau par rapport à ce qui existait, par exemple, des banques en ligne aujourd'hui. On n'a pas. Et tout ce qu'on vient de se dire sur une diversification où on va devoir choisir l'ETF, on va devoir choisir le gérant de cette gestion active, etc., voilà, ça mérite une vraie gestion active. Et là, on peut se demander comment ils vont faire. Dans les faits, on voit que le marché, en France, est très compliqué. Même quand j'ai fait cette présentation, j'étais surpris de voir leur encours sous gestion. On parle beaucoup des robots advisors, mais regardez, c'est seulement 100 millions d'euros d'encours, ce qui est quand même très faible dans le marché. Et peut-être que le robot, il n'est peut-être pas là pour totalement prendre en charge ma gestion, mais peut-être pour me donner des idées, pour me conseiller. Et justement, nous, aujourd'hui, l'avenir, très clairement, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quoi le cœur du sujet? C'est la digitalisation. C'est l'uberisation de tous les métiers. La digitalisation, pour moi, il y a un aspect positif, c'est le fait d'aller quand même plus vite. Ça veut dire qu'on a des progrès certainement, nous, à faire dans la gestion active, de passer les arbitrages, de passer les mouvements, mais on n'a pas besoin de robots pour faire ça. La digitalisation va nous le permettre. On a des gros acteurs. Par exemple, nous, on travaille aujourd'hui avec plusieurs acteurs.
un qui est passé sur la digitalisation, c'est AXA. Ça va nous permettre de tout avoir en ligne et d'aller très vite. C'est ça, moi, le cœur du sujet, c'est plutôt la vitesse. Et ça, on va le permettre tout en ayant le conseil. Moi, j'ai des clients qui sont dans le profil, ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire tout va plus vite, etc. Mes clients, ils ont envie de conseil. Ces gens-là ont envie de conseil. Donc pour moi, c'est peut-être un sujet. D'ailleurs, on voit les robots advisors qui passent en relation aujourd'hui B2B, c'est-à-dire qu'ils nous cherchent, nous, en étant en lien pour aller acquérir des clients. Parce qu'on voit que c'est un sujet aussi, c'est que les clients ont du mal à aller confier leur argent aujourd'hui à des robots par manque de visibilité et le coût d'acquisition client coûte cher à ces plateformes. Aurélien, est-ce que vous voyez des robots qui conseillent des ETF? Oui, alors moi je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en France, seulement 15% des encours sur les ETF sont détenus par les clients particuliers. Si on traverse l'Atlantique aux États-Unis, eh bien c'est 50% des ETF, des encours sur les ETF qui sont détenus par les particuliers. Donc moi, les robots, je les vois, je les regarde de manière, si vous voulez, bienveillante, et je les vois comme une opportunité pour les particuliers d'accéder à ce type de produit. Parce qu'effectivement, la majorité des robots basent leur allocation sur des ETF pour leur qualité de transparence, de liquidité, d'efficience, de simplicité. Donc voilà, donc je les regarde de manière bienveillante et on commence à travailler un petit peu effectivement, même si comme le dit Fabrice, aujourd'hui c'est assez limité en termes d'encours. Et en termes de diversification, on revient au même problème de trouver les bons actifs. Voilà, je reviens à mes dettes subordonnées, comment on ne lui propose pas ça à ce client-là du coup? Les obligations à haut rendement, ça vous intéresse? C'est risqué? Il y en a sous forme d'ETF, je sais pas comment puisqu'il n'y a plus de rendement maintenant sur les placements obligataires, est-ce que c'est des choses que vous regardez? Alors, sur ma partie obligataire, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de se protéger contre la hausse des taux. On ne voit pas une hausse des taux immédiate, mais arriver à un niveau de taux de 0,09 sur du 10 ans, on peut se dire que la probabilité de hausse peut faire un crack obligataire en 3 jours. Et on l'a vu en 2015, il y a eu un crack obligataire en début d'année 2015, où les taux étaient passés de 0,3 à 1,20. On l'oublie, on n'en parle pas. Donc ça va nous intéresser sur cette poche-là de se protéger contre la hausse des taux. Une des solutions, alors la dette subordonnée, un fonds alternatif, pour moi c'est intéressant aussi de pouvoir décorréler le risque et de prendre la hausse des taux. Et puis effectivement, sur le haut rendement, nous on est plutôt aux États-Unis sur le haut rendement. Et là, ce qu'on aime bien aujourd'hui, c'est des obligations à maturité. Bloquées comme un prêt in fine, on bloque complètement la hausse des taux, on n'est plus sujet à un risque, c'est le risque de défaut. Pareil, j'ai un gérant qui, lui, a un taux de défaut très faible dans son portefeuille. Donc sur 5 ans, ça nous paraît très important. Enfin, un rendement très bien, qui va varier. Si on revient dans les stress tests nous montrent que si on retourne dans une crise type 2008, on serait proche de 2,5, 3, pas si mal quand même. Crise 2008, on n'y croit pas encore. Et s'il n'y a pas de crise comme 2008, on serait plus dans du 5%. Voilà. Mais c'est pas un acte. On va diversifier, on en prendra 10% du portefeuille. Aurélien, est-ce qu'il y a des ETF à haut rendement? Oui, et d'ailleurs, sur les ETF, la classe d'actifs qui s'est développée au début, c'était sur les actions. Et aujourd'hui, ce qui tire les créations d'ETF et les encours, ce sont la classe d'actifs obligataires. C'est la classe d'actifs obligataires. Il y a de plus en plus d'ETF sur le haut rendement, sur les corporates, sur les bonds corporate, donc sur les obligations d'entreprise et obligations d'État, évidemment, même si aujourd'hui les taux sont assez bas. Ça reste un produit relativement institutionnel, donc pas très utilisé par les particuliers, mais ça existe et ça peut être utilisé dans un compte titre, par exemple. Le risque de change, très rapidement, quand on sort de son pays ou de sa région, l'Europe, on prend des risques de change. C'est prévu, c'est couvert, c'est pas couvert? 99% des ETF sur des zones hors Europe ne sont pas couvertes, mais effectivement c'était une demande de certains investisseurs, donc vous allez retrouver 2-3, en tout cas chez Lyxor, 2-3 ETF qui sont couverts contre le risque de change, notamment sur les États-Unis et sur l'Asie. Voilà, donc regardez bien les caractéristiques. Pour une couverture, vous allez retrouver le hedge dans le nom de l'ETF. Avant de passer la parole à la salle, dernière question. Moi, j'ai beaucoup de lecteurs qui sont intéressés par l'or. Puisque les obligations ne rapportent pas grand-chose, autant s'intéresser à l'or qui finalement est un actif qui ne rapporte rien, mais qui peut-être demain a moins de risque de se déprécier. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de l'or?
Ouais, alors, moi, j'aurais pas de vue stratégique sur l'or. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les ETF, de manière réglementaire, doivent, en France en tout cas, être indexés sur au minimum 5 valeurs. Donc, dire que j'achète un ETF, un fonds, sur l'or, c'est faux, en fait. En revanche, il existe d'autres choses. Il existe de l'or papier émis sous forme de certificat. Un certificat n'est pas un fonds, mais c'est un titre de créance émis par une banque, en l'occurrence Société Générale par exemple, et qui va pouvoir se négocier en bourse de manière aussi simple qu'un ETF ou qu'une simple action, durant toute la séance boursière. Donc oui, je vais avoir accès à l'or, pas dans un PEA, mais via un compte titre, et pas via un fonds, mais via un titre de créance. Quelle différence avec un fonds? Eh bien, vous avez un petit peu plus de risque, car en cas de défaut de l'émetteur, en l'occurrence la banque, Société Générale, eh bien, vous pouvez perdre la totalité de l'investissement. Juste pour terminer, il y a 2 types de produits sur l'or classique et l'or qu'on va appeler Canto. L'or Canto neutralise l'effet change, donc vous avez avec le Canto une garantie de change, si vous ne souhaitez pas être exposé à la variation euro-dollar. Parce que l'or est coté en dollars à Londres, c'est à partir de là que se font tous les calculs et performances. Fabrice Leduc, pour l'or, quelle est votre position? Alors, c'est un actif comme un autre, pas de rendement, grosse problématique. Comme les obligations aujourd'hui? D'État. D'État, c'est vrai. Toutes mes autres obligations au portefeuille ont un rendement aujourd'hui, avec un risque toujours adapté. J'ai 0 obligation d'État. On est contre-tendance avec la gestion alternative sur l'OAT. Donc on va essayer de faire de la performance quand les taux vont monter. L'or, aujourd'hui, donc il y a des contraintes. C'est un actif décorrélé. Vous investissez sur l'or si vous pensez que les marchés vont chuter. Ce n'est pas notre sentiment d'aujourd'hui, en fait. Donc on est en dehors de cette position. Ok. Il y a des hôtesses dans la salle. On a prévu du temps pour poser des questions. Allez-y, manifestez-vous et on vous passera le micro. Oui, bonsoir messieurs, surtout pour monsieur Aurélien Réquillard. Je voudrais savoir ce que veut dire ETF. On connaît SNCF, on connaît RATP, on connaît EDF, mais qu'est-ce que c'est que ETF? C'est le mystère de la soirée. Alors ETF est un synonyme tout à fait identique de tracker, et ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc fonds coté en bourse. J'aime bien utiliser ce terme parce qu'il a la définition en son sein. C'est un fonds, on l'a dit, avec tous les avantages que ça procurait, et coté en bourse, puisqu'il est listé sur Euronext Paris, avec en moyenne, avec plusieurs animateurs de marché qui garantissent la liquidité. Je vous invite d'ailleurs à regarder un carnet d'ordre d'un ETF, et vous allez voir en fait tous les intervenants, tous les acteurs qui sont à l'achat, à la vente, et l'écart de cotation qui est réduit entre le bid et basque, l'achat-vente. Voilà ce que signifie donc ETF. Oui, d'autres questions? S'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas du tout entendu parler de fonds communs de placement ou d'OPCVM. ETF, qu'est-ce que c'est par rapport à ce langage? Un ETF est un fonds, donc un OPCVM, émis sous la forme de SICAV ou de FCP. Aucun impact pour l'investisseur particulier, que ce soit un FCP ou une SICAV. Donc en fait, on a beaucoup parlé d'OPCVM finalement. C'est un changement d'appellation. Non, attendez, pas tout à fait. Je crois on peut peut-être préciser ça. On a parlé de gestion active et de gestion passive. Oui. L'ETF, c'est une gestion passive. Ça veut dire qu'elle va répliquer la performance d'un indice. C'est un fonds commun parce qu'il achète les actions qui composent l'indice, mais il n'est pas géré par un gérant de façon active parce qu'il se contente juste de répliquer l'indice. Alors que les fonds communs et les SICAV, ce sont tous les fonds que nous connaissons. On a parlé de fonds sur les grandes valeurs, sur les petites, etc. Eux, c'est la gestion active. On est bien d'accord là-dessus ? Complètement. Voilà, donc c'est vraiment, effectivement, c'est une grande évolution. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, 5 ou 6 ans, on aurait parlé de gestion active, mais l'ETF, le tracker, c'était un peu confidentiel. Oui, bonsoir. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de diversifier donc son PEA et surtout dans la zone euro, diversification géographique, diversification par secteur, etc. Mais au final, c'est remettre tous ces œufs dans le même panier, puisque
quand on parle de diversification, on va dire peut-être que sur 3-4 valeurs ETF, mais pas plus, parce qu'au final, ça revient à investir dans la même valeur, quoi. Parce qu'un ETF, à la base, c'est à peu près 100 entreprises, une moyenne. Donc, enfin. Alors, si j'ai 4 ETF, par exemple, si j'ai le Global Emerging... Voilà, si je vais dire un ETF, par exemple, pour les marchés émergents, un ETF pour les États-Unis, un ETF pour l'Europe. Et je pense que là, à peu près là, c'est plus intéressant que avoir des ETF encore pour les télécoms, ou même pour le pétrole, ou même pour d'autres secteurs encore, quoi. Alors merci. Ça, oui, tout dépend effectivement de votre anticipation. On a de nombreux investisseurs qui ne veulent pas du MSCI, on peut même dire MSCI World. À ce moment-là, on est investi sur plus de 3000 valeurs du monde entier et à la limite, on a besoin d'un seul ETF. Mais dans ce monde-là, on a beaucoup d'investisseurs qui croient beaucoup aux banques en Europe, par exemple, et qui veulent... Alors justement, votre question est intéressante parce que les ETF, ils se prêtent assez bien à une stratégie qui est dite de cœur satellite, qui est d'ailleurs beaucoup utilisée par les gérants actifs, et qui consiste à mettre dans le cœur de son portefeuille un MSCI World, par exemple, c'est-à-dire un indice très large qui va vous donner ce qu'on appelle le bêta du marché, la performance du marché. Et dans les satellites, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle de l'alpha et essayer de chercher de générer de la surperformance. Ça va être quoi? Ça va être peut-être d'autres classes d'actifs. Ça va être peut-être des secteurs, puisque vous en parlez. Ça va être de la Grèce, des pays périphériques, de l'Italie, de l'Espagne, ou des actions en lesquelles vous croyez. Et ça, c'est une stratégie qui peut être mise très facilement dans un PEA, très facilement en place dans un PEA ou un compte titre par un investisseur particulier, en disant je vais mettre par exemple 70% à titre illustratif, 70% de cœur sur la MSCI World et puis 30% de petites, de small caps ou d'autres valeurs qui vont venir générer cet alpha. À propos des ETF, le BX4 qui sert à couvrir les portefeuilles se déconnecte au bout de quelques mois du CAC 40. Est-ce que c'est la même chose pour le CAC PME par exemple ou le CAC 40 quand on n'est pas en couverture? Alors, le CAC PME, effectivement, j'en parle pour revenir à l'indice de stratégie. Le CAC PME, il repose sur un indice qui a été créé par Euronext et cet ETF est éligible à la nouvelle enveloppe fiscale, plus très nouvelle, mais nouvelle enveloppe fiscale PEA-PME. Cet ETF réplique, comme l'ETF CAC 40, comme l'ensemble des autres ETF sur indice, pas à pas les performances, diminuer des frais de gestion, on en a parlé tout à l'heure. L'ETF BX4 ou le LVC que certains doivent connaître dans cette salle sont très particuliers. Le BX4, il multiplie par -2 les performances quotidiennes du CAC 40. Donc si le CAC 40 fait -2 demain, eh bien demain, mon ETF BX4, il va faire -2 fois -2, c'est-à-dire plus 4%. On est d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre avec cet ETF, c'est la multiplication quotidienne. Et au-delà d'une journée, on ne va pas avoir ce même effet. Je vais prendre un exemple chiffré, assez simple, mais c'est important pour que tout le monde comprenne. Je reprends mon indice CAC 40 et on va le fixer à 100 au départ. De l'autre côté, on aura mon BX4 à 100 également, c'est pour simplifier les calculs. En J1, journée 1, eh bien, l'ETF progresse de 2%, donc il fait plus 2%. Le BX4 va faire moins 4%, donc il sera à 96 quand l'indice sera à 102. On passe en J2, et après j'ai terminé. On passe en J2, l'indice CAC 40 revient à son niveau initial de 100. Donc il fait à peu près -2. À peu près. Il revient à 100. Et le BX4, lui, est-ce qu'il revient à 100? La réponse est non, parce que 4% sur 96, eh bien, ça donne 99,5. Donc, et voilà, vous avez vu, c'était fini la démonstration chiffrée. Pour un retour du CAC 40 sur son niveau initial au bout d'une durée supérieure à la journée, eh bien, mon BX4 n'est pas revenu à son niveau initial. Voilà, je vous laisse méditer et puis je serai là pour des questions après si vous le souhaitez. Ce mécanisme, il est expliqué en détail sur nos brochures disponibles sur le site internet. Oui. S'il vous plaît. Oui, monsieur, pardon. Excusez-moi, mais je
je ne sais pas, ça va comme ça? Je suis probablement un des Pékins qui ne comprend pas grand-chose à un vocabulaire de spécialiste. Alors je vais, si vous voulez bien, revenir un petit peu plus près du plancher des vaches. Et je voulais vous poser une question précise. Vous avez parlé de contrat d'échange de performance. Est-ce que vous pourriez, pour des Pékins, expliquer ça un peu lentement? Oui, alors c'est un contrat d'échange de performance, c'est aussi ce qu'on appelle un swap. Alors je ne veux pas vous aller encore plus dans la difficulté en anglais, mais pour faire simple, on a d'un côté la société de gestion, Lyxor par exemple, et de l'autre côté une contrepartie bancaire, donc une banque. Lyxor, la société de gestion, va nouer un contrat d'échange de performance avec la banque, c'est-à-dire que la société de gestion détient des actifs européens, 100% d'actifs européens, donc des actions, qui vont avoir une performance de, mettons, 1%. De l'autre côté, l'indice qu'on cherche à répliquer, je parlais de l'Inde tout à l'heure par exemple, eh bien, va faire moins 1%. Le contrat d'échange de performance, il a pour objectif, pour finalité, on va dire, de conclure un contrat d'échange entre cet actif, le plus 1% de cet actif, et le moins 1% de l'Inde. Donc en fait, au terme de chaque journée, eh bien, la société de gestion va donner à la contrepartie, la banque, la performance de l'actif, et la contrepartie, inversement, en échange, va donner la performance de l'indice répliqué de l'Inde, donc les moins 1%. Et cet échange-là, il va être quotidien et il va permettre à l'investisseur final qui détient l'ETF Inde eh bien, d'avoir la performance de l'Inde dans son portefeuille. La majorité des contrats d'échange de performance, ils se font sur les taux. On connaît, et vous connaîtrez peut-être ça, la majorité des taux des swaps se font entre les taux fixes et les taux variables. En finance, voilà, c'est ça qui est très connu. Mais ça existe aussi sur les actions, et c'est ce qui se produit sur les ETF à réplication synthétique. Et effectivement, et ça introduit peut-être un point de fragilité, parce qu'à la différence d'un ETF qui achète directement les actions, on multiplie les intermédiaires. Oui, exactement. En fait, ça introduit un risque de contrepartie qui est lié au défaut éventuel de la banque avec qui on a conclu le contrat d'échange de performance. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais une question pour vous, pour tous les trois. Moi, investisseur particulier aujourd'hui, je souhaite aller chercher de la performance sur le marché de la dette corporate. Est-ce qu'il y a un ETF ou un tracker qui me permette de faire ça? Oui, tout à fait. Il existe le Euro Corporate Bond. Je crois que le code mnémonique, c'est CRP de mémoire. On a 200 ETF. Je ne les connais pas encore par cœur, mais oui, c'est tout à fait possible. Comme tous les ETF, il est listé et donc liquide. Vous pouvez l'acheter et le vendre dans la séance boursière. Non éligible au PEA, mais au compte titre. Deuxième question, puis j'ai fini. Le contexte des taux historiquement bas a poussé pas mal d'investisseurs à se retrancher sur une certaine classe d'actifs, en l'occurrence les actions. Il y a pas mal de monde qui pense qu'aujourd'hui le marché action est survalorisé, la création d'une bulle. Est-ce que vous allez dans ce sens ou est-ce que vous infirmez? Vous êtes plutôt d'accord ou pas? Alors, moi je peux répondre en tant que rédacteur en chef des déplacements. Bulle, non, on n'a pas des multiples totalement délirants. Là, on va rentrer dans les périodes de publication de résultats. On a eu en début de semaine LVMH qui a donné ses performances et le titre a pris un moment 7% dans la séance. Je crois qu'on a certes, on a une croissance assez faible, mais on a des entreprises assez formidables qui arrivent vraiment à surperformer, à démultiplier la croissance au niveau des résultats. Le CAC 40, le PE moyen, je crois qu'il est autour de 14, 14,5. À Wall Street, on est un peu plus haut sur les S&P 500, on est plutôt près de 18. Ça va vraiment dépendre beaucoup de la capacité des entreprises à la fois pérenniser leurs dividendes et à délivrer de bons résultats. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle une bulle, mais c'est vrai qu'on commence à être au-dessus des PE moyens constatés historiquement. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, est-ce qu'on peut parler de bulle ou pas? Je reviendrai juste sur le fait que les marchés ont monté, mais le volume
le volume de capitaux de transactions, alors je ne l'ai pas en tête, mais il n'a pas augmenté, il est plutôt faible. Donc moi, je ne dirais pas que les particuliers, pour moi, n'ont pas bougé. Hein. Encore une fois, j'ai pas de... Sur cette notion de volume, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas la variation des marchés, c'est vraiment le volume des capitaux échangés. Et aujourd'hui, on est quand même un pays où, si on regarde la France, il y a un investissement direct dans les sociétés très faible. On fuit plutôt les actions aujourd'hui. Et à tort, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le rendement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la capitalisation, sur les classes d'actifs dans le temps, sur la durée, c'est un actif qui délivre un rendement qui est quand même très bon. Il n'y a pas tant de ruée que ça dans les actions, c'est ça que vous voulez dire? Non. Alors après, effectivement, nous, par rapport à nos stratégies sur les actions, aujourd'hui, on a une prime de risque qu'on trouve plus intéressante. Alors, on est quand même sur des grandes capis pour être plus solide, mais pour aller créer de la valeur, on est sur les petites aujourd'hui où il y a des bonnes choses à faire, quoi. Ok, d'autres questions? Oui, monsieur, prenez un micro. Oui, je reviens à une question en fait de stratégie financière. Dans quel cas je choisis un ETF ou un tracker? Dans quel cas j'achète un fonds? Et dans quel cas je me reporte sur un titre vif? Parce que, en fonction du marché, quel est le support que je vais utiliser? Un tracker, il est global. Si je suis dans une fourchette en haut et en bas qui oscille très peu, je ne ferai pas grand-chose. Par contre, si je choisis en stock picking un bon titre, je peux l'accompagner, je peux arriver à un résultat. La question, c'est dans quel cas il faut utiliser un tracker et dans quel cas ne pas l'utiliser. Alors, si vous avez une conviction forte sur un sous-jacent, j'ai envie de dire, allez-y. Mais justement, et d'ailleurs, c'est le but de cette soirée, le tracker, l'ETF permet de diversifier de manière simple. Si vous arrivez à trouver un gérant d'actifs, en gestion active qui fait mieux que l'indice, eh bien, j'ai envie de dire, choisissez la gestion active. Si en revanche, vous n'avez pas confiance au gérant ou alors vous n'êtes pas sûr qu'il va sur le long terme générer de la surperformance ou au moins vous donner une performance égale à l'indice, tournez-vous vers l'indice. Après, Fabrice disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Sur les gros marchés efficients, peut-être qu'il faut mieux se tourner vers la gestion passive. Le S&P 500, peut-être l'Europe au global. En revanche, sur des small caps ou sur des zones un petit peu plus spécifiques, y compris des zones émergentes, eh bien peut-être que les gérants d'actifs traditionnels ont plus de marge pour aller chercher de la surperformance. Je vous dirais, si vous voulez du conseil, venez nous voir et on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette notion d'efficience de marché et de pouvoir battre le marché. Mais effectivement, en termes de diversification et de décorrélation aussi, la décorrélation, c'est important en termes de risque. Avoir une gestion active et passive, c'est très intéressant d'avoir les deux. Et sur le fond, je dirais que, évidemment, on ne peut pas, Aurélien qui est très présent sur les ETF, il ne vous dira pas de prendre 100% d'ETF. Je crois qu'il faut construire un portefeuille, il faut vraiment partir des valeurs qu'on aime bien. On a beaucoup de très belles valeurs à la Bourse de Paris, il y en a également ailleurs. Je crois qu'il faut se construire un socle d'investissement, aller choisir peut-être des gérants sur des segments qu'on aime bien, pourquoi pas les small caps, et puis ensuite, là-dessus, à partir de quelque chose de constitué, on peut aller effectivement choisir des ETF. Je crois qu'il y a aussi une logique de construction. On peut pas, à mon avis, on ne peut pas passer comme ça du tout au rien. Il faut aller de l'un à l'autre, mais je pense que la base des portefeuilles doit être là, autrement après on ne sait plus trop où on habite. Exactement, et surtout aujourd'hui où il y a cette notion de taux bas, diversifier, je pense que la base c'est vraiment diversifier ses actifs plutôt que de dire quel produit je vais prendre. Et ça on le voit trop souvent, une dichotomie avec beaucoup de court terme, et quand on a une diversification, c'est que de l'action. Il y a un tas d'actifs possibles avec une notion de risque plus faible et avec des rendements, donc on peut trouver des choses. D'autres questions ? Bon, écoutez, j'espère qu'on a épuisé le sujet. En fait, je crois que c'est pas facile de l'épuiser, mais on a quand même pas mal abordé beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci et au revoir.